Et pourtant, elle tourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. Quand on s'est quitté la dernière fois, tu nous avais entraînés très très loin dans le temps. On avait pratiquement fait de l'histoire ancienne puisque tu nous as fait remonter jusqu'au XVe siècle. Et en fin de séance, on était arrivé au ballon stratosphérique qui aidait à faire des mesures météorologiques déjà. Et tu avais promis en fin de séance que tu nous emmènerais maintenant au XXe siècle. À toi de jouer. Eh bien, j'ai l'habitude de tenir mes promesses. Alors, effectivement, nous allons passer au XXe siècle, et je crois pour quelques minutes. Et il faut savoir quand même qu'une fois de plus, ce sont les militaires qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont été des développeurs et des initiateurs des bandes mesures météorologiques. Ils ont commencé par installer des stations automatiques qui étaient sur pile à l'époque, qui mesuraient 4 paramètres, le vent, la pression, la température et l'humidité. Et ces stations automatiques faisaient 7 mesures par jour et étaient transmises par ondes courtes. À l'époque, on n'avait pas la FM, on n'avait pas la haute, très très haute fréquence, donc étaient transmis par ondes courtes à des stations qui les recevaient et qui les traitaient. Comment arrivez-vous à réunir tous les éléments de ce condensé? Ceci est le travail de nos camarades, aussi bien observateurs que transmissionnistes que prévisionnistes. Et ces mesures étaient faites pour préparer les missions des avions de guerre anglais et américains qui, à l'époque, se battaient contre l'Allemagne. Les militaires ont été donc concepteurs de ce système. La fin de la guerre est arrivée, heureusement pour tous d'ailleurs, et ce sont devenus des instruments météo qui ont été utilisés par la météorologie civile. Par contre, il faut quand même bien se rendre compte que depuis 1940, ce sont des éléments qui ont des bancs de mesure qui ont énormément évolué. Je mets des flèches blanches quand l'air est froid ou frais et des flèches noires quand il est chaud ou doux. Et la météo est devenue météo civile parce que la météo civile a récupéré la totalité des équipements que les militaires avaient mis en place à l'époque. Nous disposons ainsi d'un certain nombre de petits symboles qui se comprennent d'eux-mêmes, évidemment. La flèche de l'éclair, l'étoile de la neige, les mots Mistral et Tramontane complètent la collection. Et à contrario, tu te rappelles certainement que lors d'un de nos séjours en Italie, mais c'était il y a une trentaine d'années, Ouh là là. La présentation des bulletins météorologiques était faite par des militaires, quelquefois bedonnants, et en tout cas beaucoup moins sexy que nos Miss Météo. Et d'ailleurs, la météo civile en Italie est toujours sous responsabilité de l'armée. Il a beau lui faire les yeux doux, le soleil plie bagage. Les nuages crient victoire, accompagnés bien souvent d'averses. N'oublions pas non plus l'orage très coléreux qui a pris le sud-ouest en grippe. Cet après-midi, ça va enfin s'éclaircir. Oui, écoutez Ariane, vous avez envie de voir le temps qu'il fait, eh bien vous constatez que c'était un temps absolument pourri et que donc... Mais bon, parlons plus sérieusement maintenant. Ce que je voudrais te faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les bulletins météorologiques utilisent des animations satellites qui sont quand même à la pointe de la technologie. C'est vraiment une évolution énorme qui a eu lieu. C'est sûr que depuis 1945, l'évolution a été énorme. Mais il faut quand même se rappeler qu'un des premiers directs sur les bulletins météo a été fait quand même au mois de décembre 1946 à la télévision française, où il y avait un présentateur qui n'était pas qualifié de spécialiste météo, mais qui était un vrai météorologue, qui parlait de l'évolution du temps sur une grande carte qui était filmée, où avec une baguette, il disait tiens, les nuages, telle densité, la température va évoluer comme ceci, comme ça. Megève, Luchon, Davos, Saint-Maurice, Paris, tout simplement. La neige a accompli ce miracle de transformer en station de sport d'hiver les jardins du Trocadéro. Et Parisiens et Parisiennes, que retient ici le malheur des temps, ont pu pour 2 jours chausser les skis et réinventer descente et slalom à l'ombre de la Tour Eiffel. Et ça, c'était en 1946 quand même. C'est le premier bulletin télévisé qu'on a eu en Europe. Et la deuxième grande avancée que nous avons eue, c'est une fois de plus grâce aux militaires, d'ailleurs, entre parenthèses,
par la transformation du radar que les militaires avaient mis en place pour vérifier les avions qui venaient au-dessus de leur tête et essayer de trouver les trajectoires des fusées V1 et V2 pour les intercepter. Et ces militaires, en plus d'avoir ces équipements au sol, les Américains ont dit, tiens, ça serait pas mal si on les mettait à bord de nos bombardiers, on pourrait visualiser les avions ennemis, les avions amis et tout ceci. Bon, ça a posé quelques problèmes. Les opérateurs qui étaient à bord des avions étaient très gênés par des interférences dont ils n'arrivaient pas à déterminer l'origine. Pourquoi ces interférences alors que l'appareil était très bien réglé ? Il a fallu quelques mois pour se rendre compte que ces interférences étaient des interférences météorologiques, que c'était lié à la pluie dans les nuages qu'ils traversaient, aux petits blocs de glace dans les nuages quand ils étaient à haute altitude qu'ils traversaient, à la densité des nuages, à la pression, à l'humidité. Et c'est là qu'on a découvert que le radar pouvait être un élément indispensable pour la météorologie. Et là, on était sur des équipements qui étaient embarqués sur des avions. Oui. Alors, comment est-ce qu'on est passé aux satellites ? Il y a une petite étape avant. Bon, les avions, comme tu le dis, les avions, une des plus grosses applications que nous ayons des radars dans les avions, c'est dans les avions commerciaux, où il y a un radar météo, où il y a des radars météo extrêmement puissants qui permettent au commandant de bord de dévier sa trajectoire pour éviter de se traverser un cunard, pour éviter des turbulences qui sont toujours désagréables pour les passagers. Et pour les avions commerciaux, ce radar est indispensable. Mais il y a également autre chose qu'il faut voir, c'est que dans les couches élevées de l'atmosphère, le radar est indispensable, mais au sol aussi, il est indispensable, ce radar météo. Et le premier radar sol qui a été installé en 1949 à Trappes. Et c'est assez curieux parce que je pense que tout le monde a vu ce radar qui tourne au-dessus quand on est près d'un aéroport, qui tourne. Et, anecdotiquement, le premier radar installé a été remplacé par un radar américain de l'entreprise Decca, qui a été surnommé pendant très 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 longtemps, il doit même y en avoir peut-être encore en service, qui a été surnommé par la banane orange. Et je pense que si vous regardez une tour de contrôle à l'aéroport ou juste à proximité, vous verrez ce radar, donc, qui est une grille qui a la forme d'une banane et qui est de couleur orange. Et ça, il a été utilisé jusqu'en 1968. Et ensuite, il a été remplacé par un radar beaucoup plus performant, qui s'appelait Melody. Voilà un petit peu le poids du radar météorologique que l'on va retrouver d'ailleurs, entre parenthèses, dans les satellites. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nouveau radar à bande X ? Eh bien, par rapport au radar qu'on utilise depuis plus de 50 ans pour la météo, celui-ci, il est plus petit, mais surtout, les longueurs d'onde utilisées pour sonder le ciel ne sont pas les mêmes. Et ça change tout. Le radar peut détecter à 100 km à la ronde la taille des gouttes d'eau dans le ciel, ainsi que leur trajectoire en cas de précipitation. Ça permet donc d'anticiper les averses avec une précision de 3 minutes et sur des surfaces de 50 mètres carrés. Elle fait aussi la pluie et le beau temps, Anne Le Gall, tous les matins avec son innovation sur Europe 1 demain. Je vais être... je vais peut-être un petit peu dérivé, mais je vais répondre très précisément à ta question sur les satellites. Comment est-on arrivé aux satellites ? Le spatial, l'ère du spatial a débuté à la fin des années 50. Il faut se rappeler que le premier Sputnik a été lancé la nuit du 4 au 5 octobre 1957 par l'Union soviétique à l'époque, les Américains suivant quelque chose comme 4 mois plus tard, en lançant un satellite d'ailleurs qui s'est planté entre parenthèses. Et ce début des ères spatiales a correspondu à la création de la NASA, à l'époque, qui a été créée par le général Eisenhower, qui était président des États-Unis. Et le premier grand programme de la NASA était un programme météorologique qui portait le nom de Nimbus. Ne me dis pas que Nimbus ne te rappelle que le professeur Nimbus, dont je crois tu as été une fanat. Oui, j'aimais bien son unique cheveu en point d'interrogation sur sa tête. S'il te plaît, ne regarde pas mon crâne. Oui, le programme s'appelait Nimbus, et dans ce programme Nimbus, il était prévu sur 2 satellites qui avaient pour nom Tyrocène, dont je ne me souviens plus la signification de l'acronyme, et ESA.
Alors, et les satellites ESA. Alors, ESA, ça doit être Environnement Scientifique, le deuxième S, je ne sais pas, Administration, qui deviendra en 70 d'ailleurs l'organisme fort connu de la NOAA, qui a été créé par Nixon. Et alors, ces satellites tyrosènes a été lancé de Cap Canaveral le 1er avril 1960. S'il te plaît, pas de sourire narquois, c'est effectivement le 1er avril 1960 qu'a été lancé le premier tyrosène. Pour te donner une idée, figure-toi que c'est un satellite que tu pourrais te tenir dans tes bras. Ça, c'est clair. Si. J'ai des petits bras, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais il faisait 123 kilos, il faisait 1 mètre de diamètre à peu près, 50 cm de hauteur. Alors, tu l'es retenu dans tes bras, c'est le poids qui t'aurait gêné. 123 kilos, tu ne les tiens pas. Voilà le premier satellite tyrosène qui a été stabilisé en rotation. Quand tu parles de satellite stabilisé par rotation, ça me rappelle la toute première fois où on m'en a parlé d'un satellite par rotation. D'ailleurs, on disait plutôt satellite spiné, parce que le spin en anglais, c'est la rotation, et que spinner, ça va plus vite à dire que stabilisé par rotation. Quand j'ai demandé, moi, mais à quoi ça ressemble, un satellite spiné, on m'a dit, c'est pas difficile, t'imagines une poubelle à pédales, et c'est tout à fait à ça que ça ressemble. L'image, elle est pas mal, la poubelle à pédales. Moi, j'aurais été plus ludique que ça. Pour moi, la stabilisation par rotation ressemble à ces toupies en métal que nous avions quand nous étions gamins, où on appuyait sur l'axe vertical de la poubelle jusqu'à ce qu'elle tourne le plus vite possible. On lâchait la toupie, et il y avait la toupie, comme tu disais, la poubelle en bas qui tournait, et l'axe qui restait parfaitement fixe. Et c'est exactement comme ceci que le satellite tyrosène a été stabilisé, par rotation, voilà. Bon, alors, a priori, tu refuses de prendre ce satellite tyrosène dans les bras, qui pourtant était un très, très gentil satellite. Mais il faut se souvenir que ça fait partie de ma mémoire de vieux du spatial. Juste avant Tyrosène, le premier essai s'est terminé par un semi-échec. Le lancement a réussi, mais par contre, ils n'ont jamais pu stabiliser le satellite. Et c'était très marrant parce que les premières images qui sont apparues, c'était des photos floues. C'est un peu comme quand on prend une photo avec notre appareil à nous et qu'on bouge, quoi. Oh, oui et non, mais c'était un petit peu plus complexe que ça, parce que l'appareil du satellite, il regarde la Terre à la verticale. Donc, il se disait, ouais, mais je veux tout voir. Donc, toc, il faisait un mouvement sur l'axe horizontal, et puis en bas, il balayait, quoi. En fait, il se comportait comme une caméra. Mais comme c'était des photos instantanées, les photos étaient floues, donc c'était assez amusant. Et il a fallu attendre je me souviens plus, ça doit faire 2-3 ans, pour voir, nous, en station de réception de satellites, les vraies premières photos de satellites météo. Elles étaient transmises par le premier ESA qui a été lancé, je dis bien le satellite ESA, parce que ça a donné lieu à une série de 9 satellites de mémoire, qui transmettaient en direct les photos. Et quand tu parles de ESA, ça allume une petite lumière dans ma tête, parce que je crois que tu l'as connu d'assez près, le programme ESA. Je l'ai connu d'assez près, mais en tant que réceptionnaire au sol. C'est-à-dire que quand nous étions en station, à Brazzaville en particulier, on entendait le satellite ESA qui faisait bip, 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 et on avait une grosse machine dans laquelle rentrait ce signal, et on a tous regardé avec une attention très particulière de cette machine, parce qu'on recevait notre première photographie. Et cette première photographie, elle sortait comme une photo que l'on sort d'un bac de développement de photographie. On était totalement émerveillés, parce que cette photo, on voyait Brazzaville, enfin on distinguait Brazzaville, on distinguait le Congo, on voyait des nuages qui remontaient vers la Centrafrique, et on arrivait à voir une partie du Sahara avec un contraste, bien évidemment, qui n'était pas nuageux. Voilà un petit peu, c'est un souvenir, mais c'était il y a quand même, je dirais quelques années. Il y a encore 2 jours, ce son n'avait encore jamais été entendu sur notre planète. Mais soudainement, il s'est mis à faire partie intégrante du XXe siècle, au même titre que le bruit de votre aspirateur. Alors, tu nous as dit que Tyros 1 faisait 123 kilos, prétendant même que je ne pourrais pas le porter. Ça reste à voir. Mais ce que je sais aussi, c'est que le dernier Météosat 7 qui a été lancé tout récemment, lui, il pèse 3 tonnes 6.
Étant donné l'évolution de la technologie telle qu'on la connaît, ça représente quand même énormément de masse. Est-ce que tu pourras nous en parler un petit peu la prochaine fois ? Et le rapport de masse est de 30 à peu près, mais c'est avec plaisir que je pourrai vous en parler la prochaine fois.